En tout cas, merci, merci à tous, à toutes et tous de votre participation. On a voulu avec Julie, vous parler de ce sujet des salariés aidants avec un angle un peu particulier. Je vous en parle tout de suite après. Et pour commencer, j'aime bien cette citation de Rosalind Carter, parce que quand on parle des danses, on parle d'un sujet, pour certains qui est connu, pour d'autres un peu moins, mais qui, au final, va concerner 100% d'entre nous au cours des 20 prochaines années, parce que soit on a été aidant, soit on le sera, soit on en aura besoin. Et donc finalement, c'est un sujet qui mérite d'être connu, et vous allez voir pourquoi, notamment, on aborde ce sujet-là dans le monde de l'entreprise, puisqu'on pourrait croire que c'est un sujet personnel, et en même temps, il y a évidemment des impacts aujourd'hui dans l'entreprise. Donc c'est un petit peu pour ça qu'on a voulu vous présenter ce sujet sous l'angle de l'aidance, avec les notions d'absentéisme et de performance. Alors, quel est le rapport entre ces trois mots? Ce qu'on veut vous faire passer comme message, c'est qu'effectivement, ce sujet de l'aidance, c'est un sujet personnel, mais qui a des impacts sur l'entreprise. Un des impacts principaux, c'est potentiellement l'absentéisme, si ce sujet-là n'est pas pris en charge quelque part. Et on va vous expliquer quelle est notre façon de voir les choses, et effectivement quel est l'impact de l'aidance pour l'entreprise. Et la bonne nouvelle, c'est que si on met en place des choses et qui peuvent être des fois simples, on peut récupérer de la performance, on peut transformer ce sujet de l'aidance en levier de performance pour l'entreprise. Et c'est ces sujets-là qu'on va vous expliquer, vous partager avec Julie. N'hésitez pas, si vous avez des questions au cours de la présentation, à les mettre dans le chat. On prendra 5-10 minutes à la fin, évidemment, pour échanger, pour vous répondre. On a également mis dans le chat avec Julie nos calendriers, voilà, pour prendre rendez-vous. Si vous avez des sujets en particulier sur lesquels vous voulez échanger, n'hésitez surtout pas. L'idée, c'est surtout de répondre à vos interrogations avant tout. Je me présente. Du coup, je m'appelle Marie-Lise Jacotin, je suis anciennement directrice générale, donc manager, et j'ai expérimenté les danses à titre personnel, mais surtout, j'ai mis en place des solutions de danse en entreprise, et j'ai bien vu l'impact en tant que manager que ça avait sur la personne et sur l'organisation. Quand on parle de performance, c'est exactement ça que j'ai expérimenté, et voilà. Et quand j'ai voulu monter ma structure, il y a quelques temps, je me suis dit, mais c'est un formidable sujet qui est à la croisée de l'humain et de l'entreprise. Et c'est un sujet qui de toute façon va arriver. Donc c'est une des raisons pour lesquelles j'ai créé cette société, pour accompagner les structures, pour sensibiliser, pour former, pour diagnostiquer, pour mettre en place des plans d'aidance de manière simple et fluide dans les organisations. Parce qu'il y a des choses simples qu'on peut faire, et assez facilement. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'intervenir avec Julie, et je te laisse te présenter, Julie. Merci Marie-Lise. Merci beaucoup de m'avoir invitée à partager avec toi ce webinaire. Donc moi, je suis Julie Capitrel. Je suis aidante depuis très très jeune. J'ai commencé à 13 ans, mais je ne me suis pas arrêtée là. J'ai été professionnelle de l'accompagnement thérapeutique pendant plus de 25 ans. Et au fur et à mesure de mes pérégrinations, j'ai travaillé beaucoup pour les entreprises, d'abord pour les aidants et ensuite pour les aider dans leur vie professionnelle. Et donc, je me suis orientée depuis quelques années vers l'entreprise. Donc, aujourd'hui, je me définis comme experte en aidance. Je suis aussi conférencière, je suis formatrice, consultante et coach certifié. Donc, aujourd'hui, j'interviens dans les entreprises pour pouvoir permettre aux entreprises de pallier à l'impact de l'aidance qui, on va vous l'expliquer, a une grosse influence et un impact important sur la performance et sur les équipes. Mon travail à moi est de pouvoir fournir ce soutien-là et de faciliter le lien entre l'entreprise et les collaborateurs qui vivent une double vie entre leur travail et leur vie d'aidant. Voilà. Merci. Et du coup, tu vas, au cours de ce webinaire, nous parler de Charlotte et Jean-Marc, c'est ça? Alors, ouais, moi je vais faire le fil rouge au cours de ce webinaire. Je vais faire le fil rouge avec deux aidants que j'ai pu accompagner en entreprise.
Alors évidemment, les photos sont des alias, hein, je ne vais pas mettre les photos des personnes. On va les appeler Charlotte et Jean-Marc. Et donc, on va vous expliquer, grâce à Charlotte et Jean-Marc, comment concrètement on vous parle de la théorie et on fait en parallèle la passerelle avec ces deux aidants-là. Exactement. On veut être concret, voilà. Du coup, je vous propose de commencer par repositionner la problématique des aidants de manière globale. De quoi parle-t-on quand on parle d'aidants? Et peut-être pour commencer, du coup, je vous ai dit que je vous mettrai à contribution. Je vous propose de scanner. Voilà, normalement, vous avez un QR code qui s'affiche sur l'écran. On va faire des tests comme ça ensemble. Normalement, ça fonctionne, mais des fois, il y a l'effet des mots. Normalement, vous scannez ce petit QR code. Ça vous amène sur une page, pour l'instant, qui doit être vide. Alors, pour ceux qui n'ont pas de scanner ou j'en sais rien, sinon, il faut aller sur wooclap.com et vous mettez le petit code CMKIJP qui s'affiche. Voilà. Si c'est OK, vous pouvez mettre des petits pouces. Vous avez réussi à tous vous connecter? Top. Et du coup, je vous propose de commencer par quelques petits quiz voilà, pour se mettre dans le, se mettre dans le bain, tout simplement. Super. J'ai 11. Génial. Allez, on commence. Normalement, vous avez sur vos téléphones les petites questions qui s'affichent. Et donc, faut valider hein, pour que ça apparaisse. Donc, première question, en 2030, quelle proportion de salariés, selon vous, sera aidante? Alors, évidemment, il n'y a pas de... Enfin, si, il y a des bonnes... Si j'allais dire, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Si, il y en a quand même. Mais il n'y a pas de jugement, surtout. L'idée, c'est de profiter de ce moment ensemble voilà, pour échanger, pour comprendre. Peut-être vous faire comprendre aussi la manière dont on essaye pédagogiquement de faire des interventions aussi en entreprise. Euh, Voilà. N'hésitez pas à valider votre réponse pour qu'elle s'affiche. Et donc, j'ai une majorité de réponses qui est 1 sur 4. Alors, effectivement, la bonne réponse, c'est 1 sur 4 en 2030. Néanmoins, pour celui ou celle qui a mis 3 sur 4, ce qui est certain, c'est que c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que finalement, 1 sur 4 en 2030, ça veut dire que c'est 100% d'entre nous au cours des 20 prochaines années. Donc, on va se rapprocher très vite des trois quarts, voire les 100% des personnes concernées par ce sujet. Et c'est une des raisons pour lesquelles voilà, il y a des choses qu'on peut faire. On passe à la deuxième question. Quelle part des aidants, selon vous, sont des femmes? Pour ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas à vous connecter. Aïe, 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 aïe. Ça se bataille. Il y a un vrai sujet là-dessus, hein. Oui, mais c'est drôle, j'adore, parce qu'il y a des questions comme ça, et c'est comme le nombre de personnes qui se manifestent en entreprise. Je ne l'ai pas mis cette question-là, mais il y a souvent des réponses et on se dit, tiens, en même temps, j'ai pas regardé si on n'a pas trop de parité, on est peut-être un peu plus, c'est peut-être plus féminin que masculin aujourd'hui, peut-être, je sais pas. Alors, en fait, aujourd'hui, les aidants sont concernés en termes de genre par rapport à ce qui est manifesté. On est à 62% de femmes aidants par rapport donc à 48% d'hommes. Mais c'est là qu'il n'y a pas de mauvaise réponse, c'est-à-dire que dès Oui. qu'on commence à rentrer dans le care, dès que la situation se complique, dès qu'il y a besoin de soins, là, on passe à 80% de femmes. Donc voilà, la nuance, il n'y a pas de... Sur Ouais. la réponse 3 et 4 sont justes en fait. Et alors, et encore plus dans les secteurs du médico-social, j'ai vu qu'il y a des personnes qui sont dans le médico-social, on est vraiment sur des secteurs encore plus en tension, puisque on a des personnes qui sont dans le care naturellement et qui sont souvent impactées encore plus. Voilà. Allez, je ne sais plus combien de questions, mais il y en a 3, 4, 5. À quel âge, c'est un peu piège cette question, à quel âge devient-on aidant en moyenne en France? C'est l'âge d'entrée en aidance. Oui, il y a eu tac, il y a des... C'est une question ouais, que je trouve un peu piège parce que comme ça, le temps que tout le monde répond, allez-y, soyez pas timide, n'hésitez pas à valider pour que voilà, on voit les réponses. Euh, Tu veux répondre? Julie, c'est vrai que je suis hyper bavarde. Je vais laisser la parole à Julie parce que je suis trop bavarde en fait. Je Alors, monopolise trop.
L'âge d'entrée dans les danses, effectivement, c'est 33 ans et c'est une moyenne parce qu'on prend aussi là en compte les jeunes aidants. Et donc, pour avoir été concernée très tôt, et je sais qu'il y a des aidants qui sont aidants depuis l'âge de 5 ans, en fait, c'est voilà, l'âge moyen d'entrée dans les danses prend en compte cette jeune aidante aussi, ce qui n'est pas représentatif de la moyenne des aidants en entreprise. Voilà, c'est encore deux choses différentes. Donc, Ouais. effectivement, la moyenne d'âge en entreprise des aidants, elle est de 45 ans, mais l'entrée dans les dents, c'est de 33 ans. En tout cas, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, chef d'entreprise ou RH qui écoutez? C'est qu'effectivement, c'est les forces vives de vos salariés qui sont concernés, quand même. Voilà. Exactement. Allez, je crois que c'est la dernière question. Ah oui, là, une question, c'est une question ouverte. On a voulu une question ouverte en disant finalement, quelles solutions aujourd'hui sont appliquées dans vos organisations ou voilà, quelles sont. Alors, on voulait vous demander ce que vous connaissez, mais qu'est-ce que finalement, aujourd'hui, vous mettez en place dans vos organisations? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place? Vous pouvez répondre rien aussi, hein. Enfin, il y a pas de jugement et voilà, on n'a pas le nom des meneurs. Mais l'idée, c'est voilà, de connaître ouais, le don de jour, ok, le temps partiel, donc voilà, l'aménagement du temps de travail, les groupes de parole, ok, super. On en parle. Alors, c'est vrai on n'aura pas le temps de tout aborder aujourd'hui, mais voilà, s'il y a des sujets, pour le coup, vous verrez à la fin du webinaire, s'il y a des sujets qui vous intéressent pour un prochain webinaire, n'hésitez pas aussi à mettre des idées dans le chat parce que on a tellement de sujets qu'on veut aborder. Sensibilisation RH, manager, salarié, accord aidant, super. Il y en a qui sont plus avancés. Il y a différents niveaux de maturité en fait des organisations, donc c'est hyper intéressant. Portail pour communiquer sur voilà, sur les différentes aides. Ok, super. Euh, eh ben, merci de votre participation. Ce qu'on a voulu faire aussi avec Julie, du coup, c'est de vous donner à la fin du webinaire, on vous enverra. Alors, souvent, je fais un petit résumé avec les essentiels de ce qu'on s'est dit pendant le webinaire, pour ceux qui ont pu être là et ceux qui ont pas pu participer. Et on vous enverra aussi ce qu'on a, comme c'est Noël, on a voulu faire une petite boîte à outils RH des dispositifs légaux, en fait, qui existent. Parce que bah, y a souvent des dispositifs un peu classiques comme le don de jour qui sont connus ou des choses comme ça. Mais il y a un certain nombre d'autres dispositifs comme le congé proche aidant, congé de solidarité famille, congé de présence parentale. Enfin, voilà, il y a un certain nombre de choses qui finalement peuvent être utilisées, qui sont des fois un peu méconnues euh, ou, euh, ou, euh, peu communiquées. Je discutais à un salon avant-hier à une personne qui me dit mais nous on a plein de choses mais en fait on ne sait pas qu'on les a donc c'est dommage. Mm. Donc c'est voilà, l'idée c'est vraiment de vous donner un maximum d'informations et d'outils pour pouvoir bah, utiliser dans vos organisations en tout cas. Eh ben, merci en tout cas de votre participation, c'est sympa. Je vous propose du coup, juste pour revenir sur ce qu'on s'est dit, un aidant c'est On va quoi? remettre les bases. On va remettre les bases. Allez, tiens Julie, je te laisse non, tu veux... Non, c'est moi, alors c'est moi. Allez, J'ose pas, je suis vas-y. très bavarde. Allez, c'est moi, j'y vais. Un aidant, c'est quoi? Un aidant, c'est une personne qui va passer du temps auprès d'un proche en situation de fragilité, que ce soit pour des raisons de vieillesse, de maladie ou de handicap. On pense souvent à la vieillesse, mais ça peut être une maladie, un accident de la vie, ça peut être une situation de handicap, un enfant en situation de handicap ou autre. Donc, voilà, la définition est très large. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on le remet dans un contexte d'abord démographique. On va voir après, mais les plus de 60 ans sont plus nombreux que les moins de 20. Donc on est en train de, on a passé la barre depuis quelques années maintenant. On est dans une population vieillissante. D'un point de vue de l'économie économique, le gouvernement prône le vieillir à domicile, puisque les organisations, il n'y a pas suffisamment de structures d'accueil aujourd'hui. Et donc finalement, le fait d'avoir des aidants, bah, c'est un peu facilitant pour le gouvernement aussi. Et quand on parle de la santé, on vit plus vieux, mais on a également de plus en plus de maladies neurodégénératives ou autres qui finalement nous font vivre aussi plus vieux en mauvaise santé. C'est aussi pour ça qu'on voit le temps de l'aidance s'allonger au fur et à mesure des années.
le temps moyen de l'aidance. Voilà, donc c'est dans ce contexte que finalement vont intervenir les aidants. Alors, vous avez répondu au petit questionnaire. On aurait pu, voilà, on a des fois des questionnaires à rallonge un petit peu ludiques. Mais c'est effectivement un sujet qui reste très genré, qui va nous concerner tous de plus ou moins loin au cours des prochaines années. Quand je dis de plus ou moins loin, c'est on voit désormais des aidants, ce qu'on appelle par rebond, c'est-à-dire des enfants qui vont garder leurs grands-parents pour que leurs parents puissent prendre du répit parce que ils sont sur le front 24 heures sur 24 et c'est compliqué. Donc il y a vraiment, c'est un sujet qui vraiment s'étend, on va dire, au niveau des générations, qui concerne des gens qui sont majoritairement en activité, avec un âge moyen initial, hein, vous l'avez vu, qui est quand même relativement jeune. On parle de génération sandwich, ce qui est finalement de personnes qui s'occupent de leurs enfants et de leurs parents en parallèle. Euh, et avec effectivement, ben, comme le disait Julie, des mineurs qu'on a du mal à identifier, mais qui sont aussi existants et qui subissent cette situation de leur côté. Euh, on- Travailler avec, excuse-moi, Vas-y, vas-y. juste cette question de la jeune aidance me tient un peu à cœur parce que les chiffres officiels sont de 500 000 mineurs. Quand on parle de jeunes aidants, on parle de quoi? On peut être aidant à l'âge de 5 ans et on est considéré comme jeune aidant jusqu'à ses études, c'est-à-dire jusqu'à 24-25 ans. Donc le panel est large et ils sont pas identifiés. La vérité, c'est que quand je discute avec des travailleurs sociaux, ils estiment beaucoup plus à 1 million d'aidants. Sur 11 millions, on est entre 9,7 et 11 millions d'aidants en France. Sur cette quantité-là, on a plus de 66% d'aidants qui sont en situation de travail, donc qui sont actifs. Mais en plus de ça, en plus de ces 11 millions d'aidants, on a aussi les jeunes aidants, les mineurs. Et donc là, on est sur un truc qui est très, très difficilement estimable. Mm. Donc ces chiffres-là, je ne les cautionne pas. D'accord. Non, mais tu as sans doute raison. En tout cas, il y a de plus en plus d'études sur le sujet, mais c'est vrai que c'est difficile et on le verra par la suite d'avoir des KPI. C'est pour ça on vous fournira des KPI par la suite pour voilà qui vous donnent vraiment des métriques sur le sujet. Juste avant de passer à la slide suivante, il y a un temps d'aidance, on l'a vu. Un aidant sur 6 passe plus de 20 heures par semaine. C'est une presque double semaine de travail en fait. Et un sur 3 depuis au moins 10 ans. Donc le temps de l'aidance peut être extrêmement lourd en termes de durée voilà, pour l'aidant. Être aidant, en fait, ça peut commencer juste sur faire les courses le samedi matin pour sa maman, comme après s'occuper de son enfant ou de son parent à domicile H24. Donc, vous voyez, en termes de curseur, on est aidant dès qu'on commence à s'occuper, à prêter de l'aide à un proche, mais ça peut aller de 1 heure par semaine jusqu'à 20 heures et beaucoup plus, parce que moi, j'ai des aidants qui font plus de 50 heures par semaine. Donc, c'est vraiment, il y a de multiples facettes, il y a de multiples façons d'être aidant. On peut être multi-aidant, c'est-à-dire s'occuper pas seulement d'un aidé, mais aussi de deux, de trois. Donc c'est vraiment, il y a un aidant, une situation. Il n'y a pas juste un profil difficilement. C'est très difficile à identifier et le profil de l'aidant est très compliqué à dessiner. Voilà. Et, Donc, je garde la main sur, du coup, pour présenter mes aidants. Donc, je vais vous présenter Charlotte. Charlotte, elle est cadre dans une grande entreprise. Elle est chef de projet et elle aide sa maman Alzheimer depuis 6 ans. La situation dégénère. Donc, Alzheimer, c'est une maladie qui est neurodégénérative, qui commence comme ça, l'air de rien, qui arrive de façon très vicieuse et pernicieuse et qui, au bout d'un moment, commence à créer des alertes et une espèce de dépendance. Et le passage pour quitter son domicile peut être très long, peut provoquer beaucoup de culpabilité et chez l'aidé et chez l'aidant. Et donc, en attendant d'une mise en institut, c'est pas parce que le parent est mis en institut qu'on n'est plus aidant, hein, parce qu'on peut continuer à être aidant malgré tout. Mais Charlotte, elle aide sa mère depuis le début.
Et donc, une aidance assez invisible parce que elle ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Elle ne sait même pas si elle est vraiment aidante ou pas. Elle a eu beaucoup de difficultés à s'identifier. Donc, ça, c'est juste pour présenter son profil. Et Jean-Marc, lui, il est technicien dans une entreprise du bâtiment. Et il a pris son frère qui est atteint d'un handicap lourd suite à un accident de moto. Et donc, il l'a pris à domicile, ce qui implique beaucoup de l'aidance au quotidien. Donc, lui, il en a parlé assez rapidement à ses collègues et finalement, un peu plus tard, à sa direction. Mais c'est une aidance qui, lui, porte au quotidien et qui, du coup, est très visible. Voilà, ça, c'était pour les deux profils. Merci. Donc en conclusion, voilà, moi, ce que j'aime à dire, c'est que être aidant, c'est pas un statut, en fait, c'est une situation de vie qui peut arriver à chacun d'entre nous et qui est plus ou moins longue en fonction des problématiques rencontrées. Pour avancer, ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, c'est un phénomène qui est incontournable et pourtant, il a l'air d'être invisible en entreprise notamment. Aujourd'hui, moi, je parle d'un tsunami démographique qui est en marche parce qu'en fait, avec ce qu'on sait, on est sur un sujet qui va nous concerner tous au cours des 20 prochaines années. Je vous en parlais en préambule, quand on regarde quelque part les études, on a passé cette croix là finalement de vieillissement de la population. On a nos jeunes qui ont de moins en moins envie de faire d'enfants en plus. Moi, j'ai deux grandes qui me disent, mais moi, je veux pas d'enfants. Ça me terrorise de savoir que les jeunes ne veulent plus d'enfants. Et en même temps, voilà, c'est une réalité. Et on est sur une population active qui est en baisse. Ce que tu disais, Julie, dans la préparation, c'est que je crois c'est en 2050, hein, c'est ça? Ou Ouais, 2030? Que 2050. 2050, voilà, il y aura un actif pour une personne à la retraite, hein, c'est ça. Ouais, 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 ouais. Donc Ça on est laisse dans cette, présager quelques difficultés. exactement, on est dans cet environnement. Et pourtant, les aidants sont invisibles en entreprise. Alors, je ne sais pas vous, si souvent, moi, quand j'aborde effectivement des RH ou autres, j'en m'entends dire, ah bah nous, de temps en temps, on me dit, ah oui, il y en a un qui m'en a parlé une fois, ou alors, bah non, mais nous, on n'en a pas chez nous. Et puis, quand on creuse et qu'on avance en faisant des sensibilisations et des enquêtes, il y a souvent des vraies prises de conscience, en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a un tabou du sujet. D'abord parce que les aidants souvent ne se considèrent pas comme aidants en fait puisque ils en ont jamais entendu parler sauf le jour où l'assistante sociale va lui dire tiens, est-ce qu'il y a d'autres aidants auprès de votre parent, ce genre de choses. C'est un sujet effectivement qui est personnel, qui est considéré comme personnel, donc on se dit mais pourquoi j'en parlerai? Et qu'est-ce que j'y gagne à en parler en entreprise? C'est-à-dire que finalement, si l'entreprise n'a pas sollicité, n'a pas mis en place des outils, mais finalement, s'il n'y a aucun intérêt d'en parler, l'aidant ne va pas en parler. Et il y a aussi évidemment beaucoup de stigmatisation, de peur, de tabou sur le sujet, et de se dire, mais finalement, à qui je vais en parler? Les aidants parlent en priorité à leurs collègues avant de parler finalement à leur ERH, à leur manager. D'où l'intérêt de sensibiliser aussi beaucoup l'entreprise parce que ça permet vraiment d'expliquer à tout le monde que tout le monde peut être sentinelle et de pouvoir orienter les aidants vers les bonnes ressources en fait de manière assez fluide. Mais donc ça reste un sujet qui reste tabou en entreprise. Euh, du coup, peut-être, Julie, tu disais tout à l'heure, Charlotte et Jean-Marc, ils en ont parlé, ils en ont pas parlé. Qu'est-ce qu'ils ont fait en entreprise? Charlotte en a parlé très très tard. Jean-Marc en a parlé plus tôt parce que lui, en fait, sa problématique était qu'il arrivait souvent en retard à cause des soins. On va en parler sur la visibilité, en fait, hein, sur Mm. sur les signaux faibles qu'on peut observer. Charlotte, en fait, elle en a parlé très tard. Elle a pris sur elle, comme énormément d'aidants, en se disant que c'était un problème personnel. Jean-Marc, lui, il n'avait pas trop le choix. Il a été obligé assez vite d'expliquer pourquoi. Effectivement, dans les problèmes majeurs, c'est le problème, la peur comment ça s'appelle, de stigmatisation, qu'on les juge moins performants,
que du coup, par soi-disant bienveillance, enfin, c'est même pas soi-disant, hein, je pense que c'est vraiment bienveillant, on dit, ben, écoute, c'est pas grave, tu es dispensé de la réunion, on va pas te Mhm. demander ça en plus et tout, machin. Et donc ça, du coup, ça stigmatise beaucoup et les aidants n'ont pas besoin de ce genre de décision pour eux, en fait. Voilà. Donc ça, on le verra dans la boîte à outils sur les verbatims que tu as proposé sur comment s'adresser aux aidants une fois qu'on les Tiens, a je crois que identifiés. je vais Mais vite. Tiens, bah, parle-en maintenant. Tiens, comme ça, je. ok, donc, donc on a conçu une boîte à outils avec les 8 signaux faibles qu'on peut détecter en entreprise pour pouvoir comment dire, détecter les aidants, notamment par rapport à tout simplement l'absentéisme, les retards perlés, les arrêts de travail à répétition pour des demi-journées. Parce que par exemple, Charlotte, quand elle avait des urgences vis-à-vis de sa mère, elle se mettait en arrêt de travail pour une demi-journée, elle prenait des RTT en pleine semaine. Le matin, quand la nuit avait été hachée parce que sa mère lui avait pas permis de dormir de toute la nuit parce qu'il y avait eu des crises ou ce genre de choses-là, le matin, elle arrivait très en retard, voire elle se mettait en arrêt de travail pour récupérer sur une demi-journée. Tout ce genre de petites choses-là, l'épuisement, les erreurs, la baisse de production, tout ça, ce sont des signaux qui devraient alerter tout RH et manager. Et ça, on vous les a listés dans la boîte à outils. Super, merci. Juste en conclusion, l'idée, c'est vraiment de vous dire que cette invisibilité bah, génère finalement une absence d'action, c'est-à-dire que finalement on n'a rien chez nous, on fait rien et en même temps bah, les risques s'aggravent et on le voit dans l'absentéisme, on va le voir ensuite dans les métriques qu'on va vous énoncer. Donc l'idée c'est vraiment d'arriver à faire en sorte que ce sujet soit de plus en plus visible, de sensibiliser, ne serait-ce que pour que vous ayez une visibilité dans vos organisations sur ce qui se passe et pouvoir mettre en place les outils qui permettent vraiment de prendre les actions pour faciliter le travail de tout le monde, des aidants, des managers, des RH et de toute l'entreprise au final en tout cas. On en a parlé. Sur maintenant le lien avec effectivement l'absentéisme. Euh, Quand on parle de Charlotte et Jean-Marc, du coup, Julie, c'est ce que tu disais juste avant. Charlotte, du coup, elle, je te laisse peut-être rebondir sur le quotidien de Charlotte et Jean-Marc dans leur entreprise, l'impact sur leur propre absentéisme, et je vous expliquerai après effectivement les métriques un peu génériques qui disent la même chose. Oui, alors, comme je vous parlais de Charlotte, effectivement, on a des urgences imprévues, donc qui demandent des absences tout d'un coup, vite, vite, vite. Il faut absolument que ma mère se retrouve en chemise de nuit dans la rue. Donc, c'est des trucs tout couillons, hein, ça peut prêter à sourire, mais c'est une réalité de l'Alzheimer, notamment, qui implique une charge mentale avec des difficultés à se concentrer et beaucoup de gestion à distance des situations. Donc, ça devient très problématique et ça ne fait qu'augmenter. Et au niveau de l'impact dans l'entreprise, sont les erreurs et les retards sur les projets, et puis tout ce qui est précipitation. Donc ça, c'est l'impact de la vie de Charlotte sur l'entreprise. Quant à Jean-Marc, lui, les soins qu'il avait à prodiguer à son frère le temps que l'infirmier arrive, que le kiné passe, tout ça, machin, il avait beau essayer de les placer le plus tôt possible le matin, il arrivait très souvent en retard, ce qui, dans une entreprise de production, peut être assez problématique. Donc, il posait des jours de congé, des RTT de 1 heure, 2 heures, ce genre de choses-là. Et quand il y avait des déplacements médicaux, ça devenait des absences d'une journée entière, ce qui non seulement, lui, il partait pas pour se reposer, hein, vous l'aurez bien compris, mais en plus, ça provoque un impact sur l'équipe même qui ne comprenait pas forcément la situation de Jean-Marc et pourquoi ces arrêts-là. D'autant plus que la fatigue et l'épuisement physique de Jean-Marc provoquaient aussi des risques d'accident du travail. Donc ça, ça fait partie des impacts. On en reparlera peut-être sur un autre webinaire, tout ce qui est l'impact. Là, on parle de l'absentéisme, mais l'épuisement et les risques d'accident du travail sont très importants, en particulier quand on est dans la production ou dans des métiers physiques de ce genre-là. Donc les raisons de l'absence sont multiples.
est spécifique à chaque situation des danses. Et les signaux faibles sont un devoir c'est vraiment, moi je le prends vraiment comme ça, que c'est un devoir de chaque entreprise de s'en emparer pour pouvoir mieux les détecter et ensuite aller aborder les aidants, ne pas considérer que c'est une situation uniquement personnelle, de bien prendre en compte l'impact de l'aidance sur l'entreprise. Merci. En quelques chiffres, on vous le disait finalement, l'impact de l'aidant sur l'absentéisme, c'est quoi? Ben, c'est 16 jours en moyenne d'absence en plus par an pour des raisons d'aidance en fait. Il y a une enquête de Malakoff Humanis qui estime que 50% des arrêts perlés, ce qu'on les appelle les arrêts à répétition, typiquement de Charlotte, ce qu'expliquait Julie, seraient dus à des situations d'aidance. Et souvent, ce sont des choses qui sont assez imprévues en fait, puisqu'en fait on est un peu dans l'urgence, donc les gens vont être dans l'urgence de tout d'un coup il y a un docteur qui appelle, il y a une situation imprévue, et la priorité étant sa famille, du coup on va s'absenter. Euh, et c'est vrai que ces situations-là entraînent clairement des impacts pour l'entreprise. Euh, alors, impact qu'on a voulu chiffrer parce que pour être concret, souvent après on parle aussi de budget parce qu'évidemment on va intervenir dans les structures pour mettre en place des plans aidance et faire de la sensibilisation, de la formation. On a voulu faire 3 scénarios juste sur les 16 jours d'absence pour aidance en fait. Et si on prend 3 scénarios avec on va dire 3 hypothèses différentes, hein, avec juste une problématique assez light de remplacement jusqu'à finalement des profils qui sont critiques pour l'entreprise, qui sont rares, qui peuvent partir et être dans les métriques de turnover parce que pour des raisons d'aidance. Vous voyez que le coût peut aller quelque part de 1 800 € jusqu'à 9 000 € pour un salarié. Donc, je vous laisse faire le calcul pour voilà, 10 salariés, 20 salariés, 30. Et je trouve que c'est important de le concrétiser parce que souvent, quand on intervient, effectivement, Julie et moi, alors après, il y a des prises en charge potentielles voilà, avec les organismes de retraite et de prévoyance. Moi, je travaille avec Malakoff, Humanis ou autre, mais c'est vrai que des fois, quand on arrive avec un budget qui est vraiment pas le budget du siècle, on nous dit on n'a pas de budget. Des fois, voilà, on se trouve que peut-être ce sont des arguments qui peuvent aussi mettre en évidence l'impact de l'aidance dans les organisations et ce budget-là, quelque part, vous allez le retrouver derrière dans l'évolution des métriques sur l'absentéisme. Et on va le voir juste après sur les sociétés qui ont mis en place des choses qui effectivement ne reviennent pas en arrière tout simplement parce que ça marche en fait. Donc voilà, nous on est engagés sur le sujet. Tu voulais rajouter quelque chose, Julie, peut-être? Non, 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 effectivement, toutes les entreprises que j'ai pu rencontrer jusqu'à présent qui ont mis des choses, des choses en place ne font pas machine arrière parce qu'ils ont vraiment retrouvé un intérêt financier, humain et performant. Exactement. Pour juste conclure cette petite partie, j'aime bien dire que ne rien faire, c'est perdre 2 fois, puisqu'on perd pour les dents et on perd pour l'entreprise. Donc l'idée, c'est vraiment, encore une fois, de prendre ce sujet de manière la plus fluide possible dans vos organisations. J'avance parce que je regarde le temps aussi. On vous propose aussi, et d'ailleurs ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas soit à nous mettre votre adresse mail dans le chat pour ceux qui n'auraient pas rempli le petit formulaire. Sinon, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur nos calendriers. En fait, faire un petit audit gratuit, ce qu'on a l'habitude de faire pour finalement identifier chez vous rapidement quelles sont les alertes et vous donner déjà 2 actions prioritaires pour pouvoir mettre en place des choses assez simples et assez rapidement. Sur la partie performance, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut actionner. Et je vais vous refaire travailler, parce que là, on parle depuis quelques temps et je vais être sûre que tout le monde soit toujours connecté. Alors, par contre, je vois plus. Vous êtes toujours connecté au. Parce que je vois plus de personnes là. Est-ce que vous êtes toujours. Non, il faut la réactualiser. Ouais, Après, c'est je bon. ne sais pas pourquoi. D'habitude, ça suit, mais là, il y a un petit schpilblick. C'est l'effet des mots.
Je voyais qu'il y avait des gens connectés, là, je ne voyais plus. Je me suis dit, tiens, ils sont tous partis. Vous arrivez à vous reconnecter au... Ouais? Pour moi, c'est bon. Ah, alors, attends, je referme. Bon, c'est pour... Alors, l'idée, c'est de répondre. N'hésitez pas, sinon, à aller sur wooklab.com et utiliser le code. De quoi ont besoin, selon vous, les aidants? Voilà, tout simplement, vous faire voilà, participer. On parle de souplesse, on parle de flexibilité, d'écoute surtout, considération, adaptation, compréhension. C'est intéressant parce qu'il y a un mot que je vois pas et je trouve ça bien de ne pas le voir. C'est rigolo. De l'argent. Je me dis, ah, j'ai rien dit. Non, mais c'est vrai que des fois on dit, mais on a l'impression que c'est le premier truc en fait, et c'est pas le premier truc. Donc c'est intéressant de voir ces réponses parce qu'effectivement il y a des vrais. N'hésitez pas à, voilà, information, adaptation, considération, répit, ouais, évidemment. Super. Bah, merci de. C'est intéressant de voir, voilà, tous ces retours. Peut-être rapidement, donc de quoi ont besoin, ben, vous avez tous raison en fait, de quoi ont besoin les salariés d'abord de reconnaissance en fait, de considération. Je crois que c'est le premier, le socle en fait dont ont besoin les aidants, c'est vraiment déjà de dire j'existe, on considère et on reconnaît que oui, c'est ma situation et qu'elle n'est pas simple. Et encore une fois, alors pas de stigmatisation, hein, mais tous les aidants ne sont pas dans des situations extrêmes. Hein. On parle bien des aidants, on est tous, voilà, on a tous, soit on l'a été, soit on va l'être, mais à différentes étapes. Mais il y a des aidants qui effectivement vont bien s'organiser. Voilà, je prends mon exemple, nous on est 5 frères et sœurs, on se relaie, quand l'un n'est pas dispo, c'est l'autre, etc. Entre guillemets, on va dire qu'on le vit bien. Quand on est femme, seule, au foyer, 3 enfants, un parent à charge, voilà, il y a une charge mentale, c'est pas la même chose. Donc il faut évidemment voir les différentes situations qui peuvent avoir lieu Bonjour. dans vos organisations. Oui, Bonjour. bonjour, c'est Nathalie Pétry des PEP 83. Oui, Ah, Euh, vous pouvez ouais, mettre le micro, voilà, merci. Donc reconnaissance. Ensuite, il y a effectivement du temps, du répit, vous l'avez indiqué, en termes de nécessité. Euh, de l'argent, mais c'est une évidence, mais je trouvais ça drôle que personne l'ait mis parce que finalement, c'est pas prioritaire par rapport à l'ensemble des différents besoins. Et puis de l'information, du soutien, vraiment du soutien sur finalement, mais qu'est-ce que je fais, voilà, comment je fais pour m'en sortir et de quelles informations j'ai besoin, comment on peut faire pour m'aider en fait. Du coup, Charlotte, peut-être, et Jean-Marc, dans leur entreprise, qu'est-ce qu'ils ont pu mettre en place? Eh ben, concrètement, pour Charlotte, on a mis un télétravail flexible, c'est-à-dire que c'est elle qui choisit à peu près quand est-ce qu'elle a besoin de télétravailler. Si à un moment donné, elle a besoin d'être plus avec sa mère, plus présente, on lui a permis, bon, son poste le permettait, hein, on va pas se mentir non plus, hein, c'est pas pour Jean-Marc, le télétravail, c'est pas possible, mais pour Charlotte, ça l'était. Donc, sans avoir à poser de jours de congé, elle pouvait travailler, continuer à travailler depuis chez elle et être présente auprès de sa mère. On a mis en place un référent aidant dans l'entreprise qui permettait d'être en contact direct, donc de ne pas avoir à solliciter le DRH systématiquement, parce que ça, c'est une vraie difficulté en termes de respect hiérarchique et de disponibilité du RH aussi. Et on lui a donné accès à des services de répit et d'aide à domicile en lui permettant donc de pouvoir avoir accès à ces informations et des temps de repos. Et aussi l'entreprise, alors ça je ne l'ai pas mis, mais l'entreprise a investi dans des chèques emploi universels pour permettre juste de l'aide à domicile, ne serait-ce que faire le ménage chez elle. En termes de charge mentale, ça l'a énormément soulagée. Pour Jean-Marc, lui, on a tout simplement, alors c'est tout bête, hein, c'est du bon sens, mais on a décalé ses horaires de 30 minutes le matin, ce qui fait qu'il n'a plus été en retard et il a pu ça lui a permis le délai dont il avait tant besoin pour accueillir les soins à la maison. On lui a parlé des congés proches aidants, donc c'est en
dispositif légal que vous aurez dans la boîte à outils. Et puis, on a fait une sensibilisation avec les managers pour qu'ils comprennent mieux quelle était la situation réelle de Jean-Marc et comment, et certainement d'autres salariés dans l'entreprise, et comment le fait de mieux les comprendre, c'était aussi mieux les manager et mieux les écouter, mieux les accompagner. Donc, et tout ça, ça a coûté rien du tout en fait à l'entreprise. Mais ça a rapporté beaucoup derrière parce qu'on a des salariés qui du coup sont plus investis. Il y a une identité entreprise et une reconnaissance de l'entreprise qui fait que ce sont des talents importants qui ne partiront pas parce qu'ils ont été écoutés et soulagés. Donc voilà, c'est non seulement de la performance, mais aussi de la fidélisation de salariés. Et ça, c'est super important pour les entreprises parce que le coût du turnover, on n'en parle pas aujourd'hui, mais il est quand même important. Ouais. Et juste vraiment pour redonner un autre exemple, moi j'ai vécu ça en tant que manager. Moi j'ai une personne qui est une assistante qui un jour est venue me voir en m'indiquant qu'elle venait d'apprendre qu'un de ses enfants avait le cancer. Moi j'étais directrice commerciale, donc des objectifs commerciaux à tenir dans un environnement très productif. Et je me suis dit, mais quel enfer elle va vivre. En fait, on a actionné le don de jour avec la RH et on l'a animé. Pour vous dire, dans une société de 300 personnes, elle a récupéré 80 jours. Ça a été, alors il n'y a pas eu besoin de la remplacer parce qu'en fait elle s'est organisée en prenant ses demi-journées à droite à gauche justement, maintien de salaire pour elle, zéro coût pour l'entreprise, une formidable mobilisation de l'ensemble de l'équipe en fait derrière elle, et ça a boosté. Les autres assistantes ont pris parce qu'on a communiqué, elles ont pris le relais. Il n'y a pas eu besoin de la remplacer. Une fidélité, je vous explique, ben voilà, la marque employeur, on en a parlé dans toute l'entreprise et en embauchant des gens, les managers en parlaient en disant mais voilà ce qu'on met en place chez nous, quoi. Et donc l'idée c'est vraiment de transformer ce levier justement en performance pour les entreprises. Euh, et pour faire le lien, en fait, il y a un certain nombre d'entreprises. Alors, c'est souvent des grosses boîtes qu'on met en avant. Moi, j'avoue que ça m'agace. Alors, c'est mon côté, ouais, ça m'agace un peu parce qu'on parle beaucoup des grosses structures, alors qu'il y en a plein de petites qui mettent en place des choses et qui sont souvent un peu plus familiales. Et donc, un jour, je ferai un slide avec que des petites, des PME et des ETI parce qu'il y en a aussi beaucoup qui le font. Mais ces entreprises qui ont été un peu précurseurs sur le sujet, on sait ce qu'elles ont fait et elles témoignent, elles ne reviennent pas en arrière en fait. Elles ont vu les résultats, elles ont constaté pour la majorité des évolutions positives sur l'engagement des salariés, sur la baisse de l'absentéisme dont on parlait, sur l'amélioration de la productivité, la motivation, la réduction du turnover. Donc, c'est vraiment des indicateurs RH que vous retrouvez en tant que RH dans vos indicateurs qui peuvent être suivis dans le temps. C'est-à-dire que moi, j'accompagne des entreprises, je milite pour suivre ces indicateurs dans le temps. C'est-à-dire que quand on met en place un plan aidance, on peut aussi justifier auprès d'un COMEX que effectivement, ça a des impacts positifs. Et encore une fois, on est à la jonction d'un sujet sociétal et d'un sujet économique pour l'entreprise. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que on résout une double équation finalement en mettant en place un plan aidance. Et les sociétés qui l'ont fait ne reviennent pas en arrière en fait. Donc c'est vraiment intéressant, en tout cas de le constater et de voir ce qui a bien fonctionné. Et je regarde le temps, on est dans les temps. Et donc, on voulait, en parallèle des outils qu'on va vous fournir, vous parler de deux outils innovants en termes de sensibilisation pour justement commencer à parler du sujet en entreprise. C'est un petit outil qui est assez simple, qui n'est pas onéreux, qui permet vraiment très facilement finalement de parler du sujet, de casser les tabous. Ça se marie bien aussi avec une petite enquête aidant pour sensibiliser tout le monde et avoir un état des lieux de l'aidance en entreprise. Donc on va vous parler de ces deux petits outils qui sont très drôles et surtout très performants. Et je vais commencer moi par une sensibilisation que j'ai mise en place en fait après avoir fait des sensibilisations très classiques et protocolaires. Et encore une fois, il faut de tout pour faire un monde. J'ai créé une sensibilisation qui s'appelle Aidant Mission Impossible avec Tom Cruise comme aidant principal. C'est plutôt sympa, ça parle beaucoup. Bon,
un peu plus à la jante féminine que masculine, je vous l'accorde. Et en fait, c'est un format qui est scénarisé. C'est un ton décalé avec un peu d'humour pour parler finalement d'un sujet sérieux. Et c'est sympa parce que j'ai entendu un client me dire ah oui, non, mais faire une sensibilisation à les danses, j'ai quelqu'un qui m'a dit oh là là, ça va être glauque. Voilà, c'est un peu l'image qu'on a. Alors qu'en fait, j'ai un de mes clients qui a fait un petit film avec le fil rouge, je me suis dit je vais pas le passer parce que je vais pas réussir, mais avec Mission Impossible, avec la petite musique qui va bien derrière, je vous garantis que le faire venir est beaucoup plus facile que sur des sujets un peu plus enfin, une présentation un peu plus classique. Voilà, et ça touche tout le monde. Voilà, c'est vraiment l'idée, c'est je vous donne quelques images, c'est de parler de Tom Cruise, évidemment, qui est toujours en équilibre instable, qui avance masqué, de faire le parallèle entre la situation de Tom Cruise dans son quotidien et la situation d'un aidant, bah, qui aussi est en équilibre instable dans sa situation, qui des fois avance masqué, etc. Bon, l'histoire se finit quand même bien, hein. Vous l'aurez compris que c'est une mission possible, voilà, d'être aidant et salarié. C'est évidemment possible. Et on fait le lien dans la sensibilisation avec les ressources de l'entreprise, ce qui est justement les dispositifs légaux, ce qui a pu être mis en place. Donc c'est plutôt sympa, c'est une conférence assez sympa qui embarque tout le monde, y compris les personnes qui ne sont pas aidantes. Parce que des fois, souvent, on se dit, ben, les conférences, il n'y a que les aidants qui viennent. Eh ben non, parce que l'idée, c'est vraiment de sensibiliser tout le monde. Et donc voilà, c'est vraiment l'objectif de ces sensibilisations et de ces conférences. Donc c'est voilà, la première qu'on voulait vous présenter, parce que ça casse un peu les codes, c'est rigolo et ça permet vraiment de parler de ces sujets-là sous un autre angle. Et puis je passe la main à Julie pour la deuxième présentation d'un atelier, l'atelier Game of RSE. Oui. Alors, moi, en tant que formatrice, j'ai conçu un outil. Alors, je suis convaincue des formations qui tombent à plat quand elles sont descendantes, comme à l'école, comme quand on était au collège, au lycée. Donc, je suis convaincue de l'importance du jeu pour former et pour faire prendre conscience de pas mal de choses. Donc, au départ, pour mes formations, j'ai inventé un petit jeu de cartes. Hop, je sais pas si vous le voyez bien, voilà. Un petit jeu de cartes, 90 cartes, mine de rien. Et cet outil de formation qui était pour le management à l'aidance s'est transformé aussi en outil de sensibilisation. Donc, à l'occasion d'ateliers de 30, 50 personnes, moins à partir de 6 personnes, on peut le faire aussi. On fait participer tout le monde. On passe vraiment de la théorie à l'action dans le sens où, avec ces cartes-là, tout le monde est mobilisé dans la réflexion, on fait des sous-groupes et on va recréer un peu l'histoire d'un aidant en entreprise, quels sont les besoins qu'il a et toutes les solutions qui sont apportées et les plans d'action qu'on peut mettre en place. Ce que j'ai remarqué au cours de mes sensibilisations, c'est que ça crée une adhésion entre tout le monde, quel que soit le niveau hiérarchique, parce que là, du coup, à chaque fois, j'ai autant des salariés aidants au niveau hiérarchique normal, on va dire, mais aussi les managers, les DAF, les DRH, les DG sont même venus participer. C'était super intéressant de pouvoir mixer tout le monde et au bout d'un moment, justement, la hiérarchie ne se sent plus on est tous concernés et on est tous avec ce jeu entre les mains. Ça a libéré la parole. Des gens qui ne se savaient pas aidants sont venus me voir après en me disant, ben, en fait, je me rends compte que je suis aidant. Qu'est-ce que je peux faire? Il y a des gens qui ne s'étaient pas déclarés, qui savaient qu'ils étaient aidants, mais qui ne s'étaient pas déclarés. Et comme moi, je prends toujours les choses avec un peu d'humour et légèreté, et ben, ils se sont déclarés aidants au cours de ces ateliers de sensibilisation. Et puis derrière, il y a des vraies prises de conscience au niveau managérial, juste ben, en termes de comment communiquer, comment regarder différemment et quelles actions, quelles solutions j'ai en main, en fait, hein, tout simplement. Il y a beaucoup, beaucoup de solutions que vous avez déjà dans les murs, mais que vous n'utilisez pas. Et voilà, avec ce jeu-là, j'essaye de mettre tout ça en lumière. Et ça marche très, très bien. Le jeu m'a complètement dépassée. Et donc, bah, je suis très contente de pouvoir le proposer à ce titre-là. Voilà. Exactement. Merci. Merci Julie. Donc voilà voilà ce qu'on voulait vous présenter comme outils, petits outils assez simples pour commencer à aborder ce sujet en fait dans vos organisations.
On arrive à la fin du webinaire. Il reste, voilà, il va rester quelques minutes. Alors, voulez-vous dire, alors vous, voilà, par quoi voulez-vous commencer pour réduire l'absentéisme dès demain? En tout cas, pour conclure, on vous propose du coup, effectivement, si ceux qui sont intéressés, bah, voilà, de pouvoir intervenir chez vous gratuitement sur un audit qui permet déjà d'avoir un premier, des premiers indicateurs et quelques actions pour rentrer dans ce sujet de l'aidance. Et puis, on est à votre disposition, donc Julie et moi, il reste 5 minutes. Si vous avez des questions, on est à votre disposition. Si vous avez des idées de webinaires qui vous intéresseraient, parce que, voilà, vous l'aurez compris, on est engagés, voilà, toutes les deux. Et oui, allez-y, vous pouvez prendre le micro. Sabrina a une question. Ouais, vous pouvez prendre le micro pour. Oui, merci. Merci pour cette présentation et les outils que vous avez cités. Je me posais la question dans votre expérience et dans vos expériences, que ce soit dans les audits ou dans les actions que vous avez menées auprès des entreprises, la place des IRP dans les démarches que vous avez mises en place, parce qu'il arrive parfois que dans certaines organisations, justement, quand on parle de l'absentéisme, généralement, ça passe pas bien. Donc, on va plutôt le sous-tendre comme une démarche très RSE, alors avec tout ce que ça peut comporter derrière. Mais moi, je voulais savoir si vous aviez justement en témoignage ou en expérience, quelle est la place qui est réservée aux IRP dans ce genre d'échange et de mise en place, en fait, dans les entreprises. Alors, moi, je vais répondre et puis, Julie, si tu veux compléter. Je t'en prie, Marie. L'expérience que j'ai, c'est des IRP qui sont partie prenante, en tout cas, sur cette thématique-là. Et pour le coup, moi, je suis anciennement directrice commerciale et directrice générale et je suis intimement persuadée que il faut être très clair d'un point de vue de l'entreprise sur l'intérêt de l'entreprise de parler de ce sujet sous l'angle de la performance et de la productivité et de la réduction de l'absentéisme. Parce que alors j'ai fait des sensibilisations auprès des IRP et c'est les entreprises qui me mobilisent effectivement dans le cadre de sensibilisation. On va le faire auprès des IRP, auprès des RH, auprès des COMEX, auprès de différents publics. Et je parle de ce sujet, en tout cas moi personnellement, systématiquement sous l'angle de l'humain et sous l'angle de l'entreprise. Parce qu'une des raisons pour lesquelles je pense que c'est tabou en entreprise, c'est quand on l'aborde uniquement sous l'angle du social. Moi, je travaille effectivement avec Malakoff Humanis, qui est un organisme d'action sociale très engagé, très humaine et qui travaille beaucoup sur le social. Et en fait, ils m'ont tout de suite accueilli en disant mais c'est hyper intéressant votre approche parce que nous, on est toujours sous l'angle du social et finalement, des fois, ça passe pas en fait. Et je pense qu'il n'y a pas qu'un angle de vue de ce sujet-là. C'est un angle social et c'est un angle de l'entreprise. L'entreprise, elle n'est pas là pour faire du social, elle est là pour faire de la productivité. En revanche, elle ne pourra jamais le faire sans embarquer ces hommes. Et ces hommes, ils sont dans des situations qui sont celles-ci et qui génèrent de l'absentéisme. Et donc, le fait de le traiter et le fait de le dire, et le dire aux IRP et le dire à tout le monde, hein, je pense que ça permet l'acceptation et ça permet de casser ce tabou. C'est-à-dire que moi, je suis aidante, dit différemment, je suis aidante si on me dit ah, on va mettre plein de trucs. C'est un peu comme le handicap. Oh, allez-y, dites-nous que vous êtes en situation de handicap. Et bien, on se rend compte que naturellement, les gens n'ont pas tendance à vouloir parler. En revanche, si effectivement, c'est la question de quel est l'intérêt de dire effectivement qu'on est aidant. Il y a un intérêt personnel pour l'aidant et il y a un intérêt pour l'entreprise. Et je pense que cette double face, à mon sens en tout cas, est nécessaire pour l'acceptation de tous. Voilà. Je ne sais pas si Julie, peut-être tu veux
apporter un autre, notre C'est angle. Enfin, Ouais, moi, alors effectivement, je me mets, j'ai pas de camp en fait entre les salariés et les entreprises. Donc, je peux discuter de la même façon avec les RH qu'avec tout ce qui est syndicat et CSE. Et en fait, ça dépend vraiment de leur angle d'attaque à eux. Moi, je m'adapte toujours. L'idée, moi, je suis, en fait, si j'ai un camp, c'est les aidants mais toujours au bénéfice de l'entreprise aussi. Et donc, enfin, je ne sais pas si je réponds bien à votre question, mais l'idée, c'est Et pas forcément d'histoire de camp, hein, non, ce que je disais, c'était plutôt la place qui leur était réservée, mais oui, oui, j'entends oui. qu'il n'y en a Alors, pas, en fait. voilà, c'est vraiment là, il y a une communication globale, il y a un co-développement à faire de ça. Je suis persuadée qu'il y a vraiment un co-dev à faire avec toutes les oui, parties prenantes parce oui. que l'entreprise est un système et moi je suis beaucoup pour tout ce qui est analyse et travail systémique. Donc je prends toutes les parties prenantes quand j'interviens. Mhm. Et, et juste pour finir, en tout cas, jusqu'à maintenant, ça passe plutôt bien, hein. C'est plutôt bien accueilli par les IRP J'imagine. d'être d'être partie prenante. Voilà, et donc, Moi, alors, c'est pas extrêmement pragmatique, le sujet qui m'intéresse. Je vous écoutais en tout début d'intervention sur les petits-enfants qui parfois se font les relais des parents auprès des grands-parents, etc. Ce qui a pu me parler en son temps à un moment donné. Et, euh, et en fait, je me souviens que moi, quand je l'ai fait, je ne me suis pas posé la question de si j'étais aidante ou relais d'aidant. C'était quelque chose, il n'y avait pas de statut, en fait. Vous avez parlé de situation de vie, effectivement, c'était une situation de vie. Et je me faisais la réflexion en me disant, mais c'est quelque chose au final de tellement naturel aujourd'hui qu'on appelle aidance, mais que hier, dans certaines manières de vivre que nous avons perdues. Les générations vivaient au même endroit et on accueillait les parents chez soi et les grands-parents chez soi. Et il y a encore certaines cultures qui le font et c'est oui. probablement pas pour rien. Je suis interpellée, alors c'est pas tant un sujet, mais je trouve que avoir un angle sociologique à la fois historique et peut-être ouais, peut-être aussi culturel, je trouverais ça vachement intéressant en fait. Mm. Voilà. Mm. Mais ça n'a rien de Alors, moi, pratique, j'entends bien. Euh, ah ouais, ouais, ouais. Non, 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 mais là-dessus, je pourrais rebondir, Marie-Lise, si tu permets, vas-y, parce que vas-y. je travaille beaucoup avec les dom-toms qui donc ont une culture familiale extrêmement plus forte que nous ici en France et qui subissent de plein fouet un principe de réalité qui sont la fuite des jeunes et donc bah, qui se retrouvent un petit peu très isolés et en même temps, ça reste quand même une culture, la culture familiale reste très forte. Donc, je suis complètement d'accord avec vous, Sabrina sur le fait que avant on appelait ça juste la solidarité familiale, aujourd'hui on appelle ça aidance. La problématique aujourd'hui, c'est que effectivement l'espérance de vie allonge, les pathologies s'accélèrent, que ce soit les cancers, les maladies neurodégénératives, les handicaps d'enfants se multiplient, c'est statistique. Donc on est de plus en plus confronté à la dépendance. Et aujourd'hui, le climat social depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire qu'avec la restriction des lits, des dispositifs d'accueil et tout ça, on est de plus en plus obligé de parler de maintien à domicile avec une dépendance généralisée de ses proches. Et c'est ça qui est pas normal en fait. C'est qu'au Mm. bout d'un moment, il y a une démission des services publics au bénéfice ne serait-ce que s'il y avait plus d'accueil de jour, on pourrait plus assurer les danses en fin de journée. Et là, en fait, il faut assurer tout le temps. Il y a de moins en moins de personnel d'aide à domicile. Alors ça, c'est un vrai sujet pour moi aussi, hein, l'aide à Mm. domicile. Il y en a de moins en moins. Quand on Bien en sûr. a, on les a un jour, le lendemain, ils sont pas là. Donc en fait, on est toujours au pivot, relais, le pilier de tout ce système qui est en train de s'effondrer. Et c'est pour ça que les danses devient un vrai sujet. Et ce n'est plus une question de solidarité familiale, c'est devenu vraiment un principe systémique qui s'effondre et qui n'est tenu que par une ou deux personnes par famille. Voilà, donc c'était, je sais pas si ça répond à votre question, mais effectivement, je pourrais en parler pendant des heures parce que c'est un Ouais. sujet qui m'anime.
Mais au Japon, et moi j'avais fait effectivement une étude sur sur les Japonais qui ont vécu ça 20 ans avant nous et qui ont vu des femmes arrêter de travailler pour s'occuper de leurs ancêtres, entre guillemets, leurs anciens, et le gouvernement a été obligé de mettre en place, et c'est là où on est dans le réactif et pas dans l'anticipation, et ils ont été obligés parce que ils avaient de moins en moins de travailleurs et qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un vrai souci, que les femmes arrêtaient de travailler et qu'ils avaient besoin de travailleurs pour avancer. Et oui, et je pense qu'en France, on est malheureusement en retard sur le sujet. Bon, après, on va pas faire de politique, mais effectivement, c'est un vrai sujet Ouais, ce serait intéressant. Non, mais je retiens le truc parce que moi, enfin, on verra Julie si on... Pourquoi pas? Serait intéressant culturellement de regarder un peu ce qui s'est fait. On parle des pays du Nord aussi qui ont mis en place pas mal de choses, les Burzog, des trucs comme ça. Enfin, voilà, il y a des choses qui seraient un peu sympas à regarder. Ok, pourquoi pas? Si vous avez d'autres sujets, n'hésitez pas à nous en faire part. Voilà, et il est 14h05, on a un petit peu mangé sur le temps. Merci à vous en tout cas pour votre présence et voilà, et cet échange. On vous envoie les informations rapidement et si vous avez Merci. d'autres besoins d'échange ou autres, n'hésitez pas, vous avez nos coordonnées. On est à votre dispo Disponible. et motivé.